La série Autour de la salle d'audience, produite par la section de l'information et de la documentation de la Cour pénale internationale, a pour objectif de fournir une meilleure compréhension de la procédure devant la Cour et de son travail. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les questions relatives aux victimes dans le cadre du procès de Jean-Pierre Bemba Gombo. M. Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de 2 crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de 3 crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Il est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à Scheveningen, à La Haye. La date d'ouverture du procès a été fixée au 5 juillet 2010. Nous nous sommes entretenus avec les représentants légaux des victimes reconnus par la Cour dans cette affaire, Maître Marie-Edith Douzima Lawson et Maître Paulina Massida, chef du bureau du Conseil public pour les victimes. Comment les victimes peuvent-elles participer aux procédures devant la CPI ? Donc, pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes peuvent faire écouter leur voix devant les juges de la Cour pénale internationale au cours des procédures. Ça signifie qu'il y a des avocats qui peuvent parler pour elles et qui peuvent faire comprendre aux juges quels sont leurs souhaits, quelles sont leurs vues et quelles sont leurs préoccupations. Il y a des procédures à la Cour dans lesquelles les victimes ont droit direct à participer, comme par exemple les procédures en matière d'admissibilité de l'affaire. C'est la question qui est actuellement débattue devant la Chambre de première instance 3 dans l'affaire Bemba. Et il y a plus généralement la possibilité pour les victimes de participer au procès contre M. Bemba. Pour pouvoir participer, les victimes doivent être autorisées par les juges et seront les juges qui vont identifier les modalités de participation des victimes, c'est-à-dire exactement la façon dans laquelle les victimes peuvent faire écouter leur voix dans le procès, au cours du procès. Certaines personnes ont été victimes des événements qui ont eu lieu en 2001. Ces personnes se demandent pourquoi la CPI n'enquête pas sur les crimes commis avant le 1er juillet 2002. Quel message souhaiteriez-vous apporter à ces personnes ? C'est parce que la Cour pénale internationale est née le 1er juillet 2002. Le 1er juillet 2002, c'est l'entrée en vigueur du statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale. Et avec le principe de non-rétroactivité, eh bien, la Cour pénale internationale n'est compétente qu'à partir du 1er juillet 2002. C'est pour cela qu'elle ne peut pas être compétente par rapport aux événements qui ont eu lieu avant 2002. C'est prévu dans le statut de Rome. Quel est le rôle des représentants légaux des victimes ? Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail au quotidien ? Tout d'abord, le rôle des représentants légaux est d'aider les victimes à pouvoir faire entendre leur voix dans les procédures. Cela signifie que normalement, au quotidien, nous devons contacter nos clients dans les endroits où ils se trouvent pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles ils veulent participer aux procédures, leur expliquer les procédures, demander des informations par rapport à des questions spécifiques qui pourraient les intéresser. Et par la suite, nous sommes aussi occupés à rédiger des soumissions devant les chambres pour expliquer aux juges quel est le point de vue des victimes que nous représentons. Donc tout d'abord, contact avec les victimes, analyse des informations que les victimes nous font parvenir et par la suite, information auprès des chambres des souhaits, des observations que les victimes peuvent avoir par rapport aux procédures. Qu'entendez-vous par vue et préoccupation des victimes ? Pourriez-vous nous donner des exemples concrets ? Le terme vue et préoccupation est un terme qui est assez vague et assez large, tel que écrit dans le statut de Rome. À fur et à mesure que les procédures ont commencé devant la Cour, on a pu identifier certaines modalités
pour exprimer les vues et préoccupations des victimes. Il s'agit par exemple de pouvoir exprimer des observations par rapport à la détention d'une personne accusée. Donc comment les victimes perçoivent une possible demande de remise en liberté provisoire de l'accusé. Il s'agit aussi de questions qui concernent l'admissibilité d'une affaire devant la Chambre et donc comment les victimes perçoivent la possibilité que l'accusé ne soit pas jugé devant la Cour mais plutôt devant une juridiction nationale. Il s'agit aussi de fournir des observations par rapport à certains experts qui pourraient témoigner au cours du procès, et notamment des experts qui ont affaire avec le trauma subi par les victimes lors des événements. Il s'agit également de fournir à la Chambre des observations par rapport à des éléments de preuve spécifiques qui sont présentés par le bureau du procureur ou par la défense. Donc, présenter les vues et les préoccupations signifie en effet réagir sur toute question qui est abordée au stade du procès ou même au stade préliminaire selon ce qui est ressenti par les victimes et donc expliquer plutôt au juge également qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans le pays. Et ça, c'est le point privilégié des victimes parce que ce sont les victimes qui ont subi les crimes et donc ce sont elles, les personnes qui sont en mesure de effectivement faire comprendre au juge le cadre historique, culturel de ce qui s'est passé dans un certain pays. Est-ce qu'il appartient aux victimes de choisir elles-mêmes leur représentant légal, c'est-à-dire leur avocat, ou bien est-ce la CPI qui les désigne? Oui, en principe, il appartient aux victimes de choisir leur représentant légal. Mais lorsque la victime ne fait pas de choix, eh bien la Cour, par l'intermédiaire du greffe, peut lui proposer un conseil légal parmi la liste des conseils inscrits sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale. Aussi, il existe au sein de la Cour un conseil, un bureau de conseil public qui peut assister, qui peut donner une assistance juridique aux victimes. Donc, ce sont des conseils qui sont dans ce bureau et ce bureau peut désigner l'un des conseils pour assister une victime qui n'a pas de conseil. Combien de représentants légaux sont proposés par la CPI pour défendre les intérêts des victimes dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo? Dans l'affaire Bemba, à l'instant, il y a essentiellement 2 avocats, moi-même et maître Marie-Edith Douzima Lawson. Moi-même, je suis le chef du conseil principal du bureau du conseil public pour les victimes. Maître Douzima Lawson, elle est centrafricaine et elle a sa pratique à Bangui. Et dans l'affaire, nous sommes en train de travailler ensemble pour présenter ensemble, quand possible, les vues et préoccupations des victimes. Comment les représentants légaux des victimes sont-ils rémunérés? En d'autres termes, est-ce que les victimes doivent elles-mêmes rémunérer leur avocat? Que se passe-t-il si ces victimes n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour louer les services d'un avocat? En principe, ce sont les victimes qui sont les clients des conseils qui doivent les rémunérer. Mais dans la plupart des cas, les victimes sont des démunis, n'ont pas les moyens. Et lorsque c'est constaté par la Cour, eh bien la Cour apporte une aide financière à leur conseil. Et donc c'est la Cour qui prend en charge la rémunération des conseils légaux de ces victimes lorsqu'elles n'ont pas les moyens de rémunérer leurs conseils. Les victimes doivent-elles se rendre au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, en Hollande? Non, en général, les victimes, pour pouvoir participer aux procédures, ne doivent pas se rendre au siège à La Haye, en Hollande. Comme je le disais, les avocats seront leur voix dans les procédures.
Maintenant, il est aussi possible que des victimes puissent être appelées par les juges à comparaître devant la Chambre pour présenter leurs vues et préoccupations. Mais cela, c'est un cas assez rare. Il y a eu l'exemple de 3 victimes dans l'affaire Lubanga qui ont participé en personne à leur demande et elles ont été autorisées par la Chambre de première instance à intervenir. Mais je répète, en général, les victimes ne doivent pas se déplacer. Ce sont leurs avocats qui représentent leurs intérêts lors de procédures devant la Cour. Combien de victimes représentez-vous dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo? Il faut faire une distinction. Il y a à l'instant certaines victimes qui ont déjà été autorisées au stade préliminaire à participer à la procédure. J'en représente 20. Mais il y a aussi des victimes qui ont demandé à participer à la procédure et qui attendent une décision de la Chambre. Et je représente à l'instant presque 500 victimes qui ont demandé de pouvoir participer au procès contre M. Bemba. Pour le moment, jusqu'à à la confirmation des charges, je représente 24 victimes. Il y a des victimes, beaucoup de victimes actuellement qui ont demandé à participer aux procédures et la Cour est en train d'examiner leur dossier pour voir dans quelle mesure elles peuvent participer à la suite de la procédure. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de victimes reconnues comme telles par les juges de la CPI dans cette affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo? Enfin, ça dépend. Vous savez que les événements sur lesquels la Cour a ouvert une enquête datent des années 2002 à 2003. Et la première audience a eu lieu en janvier 2009. Vous voyez, il y a eu quand même un écart d'environ 6 ans. Et donc, il y a des victimes qui sont décédées. Il y a des victimes qui ont perdu un certain nombre de leurs dossiers. Et il y a des victimes, vous savez, la plupart des victimes sont des victimes de viol. Et chez nous, en République centrafricaine, le viol, c'est un sujet tabou et il y a des victimes qui ne peuvent pas en parler. Donc il y a d'abord ça. Ensuite, lorsque les dossiers arrivent ici, il y a beaucoup de dossiers qui sont parvenus à la Cour. Mais la Cour, c'est à la Cour de voir quels sont les dossiers qui doivent être retenus. Et c'est comme ça que pour le début de l'audience, au niveau des procédures préliminaires, la Cour n'a retenu que 54 dossiers et nous osons espérer que ce nombre va tripler, voire quadrupler. Il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, les victimes ne croyaient plus à la Cour. Ils pensaient que ça n'allait pas aboutir. Et lorsqu'il y a eu confirmation des charges, c'est à ce moment que beaucoup de victimes se sont réveillées pour venir déposer leur dossier. Mais il y en a qui ont pensé que c'était pas la peine, c'est pas la peine de revivre encore les atrocités qu'elles ont connues pendant ces années-là. Comment une victime qui se trouve à l'intérieur du territoire centrafricain peut-elle faire pour rentrer en contact avec son représentant légal? Quelle est la stratégie de communication entre les représentants légaux et leurs clients? Bon, en ce que me concerne, normalement, quand une personne nomme moi-même, j'essaie de le rencontrer immédiatement et d'établir donc un premier contact pour commencer une relation de confiance avec la personne, lui expliquer qu'est-ce qui se signifie de participer et comment on peut garder le contact. Normalement, je me rends en République centrafricaine pour voyager pas seulement à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays où les victimes se trouvent,
parce qu'il est très important de pouvoir aller où les victimes se trouvent pour les rencontrer, comprendre quelle est leur vie et voir également les lieux où les événements se sont déroulés. Après, normalement, on a des contacts réguliers avec les victimes, soit par téléphone, soit on essaye d'aller en République centrafricaine assez souvent. Donc, en général, il est possible de nous contacter directement ici en Hollande. Il est également possible de nous contacter à travers le bureau de terrain à Bangui, qui a tous nos coordonnées et qui peut facilement nous passer des messages des victimes. Et d'ailleurs, c'est le cas surtout pour les victimes qui ne résident pas à Bangui et qui souhaitent nous contacter. Donc, elles peuvent s'adresser au bureau de terrain à Bangui, qui peut nous informer si nos clients ont besoin de nous rencontrer. Il y a aussi le cas de certaines victimes qui sont également des témoins du bureau du procureur. Donc, ces personnes peuvent garder, disons, un double contact avec la Cour à travers le bureau du procureur et à travers leur représentant légal. Et normalement, il y a une façon très facile de communiquer entre nous et le bureau du procureur pour garder contact avec ces personnes. Que pourront décider les juges concernant la réparation des victimes? Quelle forme pourraient prendre les réparations accordées aux victimes par les juges de la CPI? Comment s'effectueraient ces réparations? Donc, il est un peu tôt dans la procédure contre M. Bemba pour parler de réparation parce que la procédure en réparation pourra commencer seulement si M. Bemba sera déclaré coupable des crimes pour lesquels il y aura un procès bientôt. Donc, la procédure en réparation, il est très important de le dire clairement, commencera seulement si M. Bemba sera déclaré coupable des crimes. Si M. Bemba sera déclaré coupable, une procédure spécifique sera ouverte. Les victimes pourront demander réparation. Selon les ressources à la disposition de la Cour, la procédure pourra se conclure avec une décision de réparation collective ou de réparation individuelle. Cela veut dire que la Cour, les juges de la Cour pourront décider d'octroyer des réparations à titre individuel à certaines victimes ou à titre collectif à une communauté. Or, puisque les ressources financières de la Cour ne seront pas en mesure de réparer le préjudice de centaines de milliers de victimes, il sera peut-être souhaitable que les réparations soient plutôt à niveau collectif. Cela signifie par exemple des œuvres qui pourront être utiles pour toute la communauté, comme bâtir un hôpital ou un centre de santé ou une école. Mais c'est encore un peu trop tôt pour donner des exemples, parce qu'à l'instant, devant la Cour, il n'y a jamais eu une procédure de réparation et donc on ne sait pas exactement quelle sera la pratique en la matière. Les réparations seront octroyées par les juges et si l'accusé a des moyens financiers, ce sera à l'accusé, donc à la personne qui sera déclarée coupable, de payer les réparations. Si la personne condamnée n'a pas assez de ressources, ce sera au fond au profit des victimes de payer les réparations aux victimes elles-mêmes selon les ordonnances des juges. Que se passe-t-il si une victime décède durant la procédure? Si une victime qui a demandé à participer et qui a été autorisée à participer à la procédure décède pendant la procédure, ses proches peuvent lui succéder dans le droit de participation. Il est évident que la personne qui souhaite remplacer la personne décédée doit démontrer le lien entre elle-même et la personne décédée. Je vous donne un exemple pour être plus clair. Disons que Monsieur X, qui est père de famille, demande à participer aux procédures et il allègue un préjudice du fait que sa maison a été pillée pendant les événements de octobre 2002, mars 2003 qui se sont déroulés en République centrafricaine. Cette personne meurt pendant la procédure. Un de ses fils peut
se substituer au père dans le droit de participation. Et bien sûr, cette personne doit démontrer qui effectivement est le fils de M. X qui est décédé. À ce point-là, quand cette preuve est déposée devant le juge, la personne sera reconnue en tant que successeur dans le droit de participation tout au cours des procédures devant la Cour.